Ce chapitre sur les développements limités commence par une partie théorique, les formules de Taylor. Nous allons énoncer trois formules de Taylor. La formule de Taylor avec reste intégral, la formule de Taylor avec reste f dérivée n plus une fois de c, et enfin la formule de Taylor-Young. Avant les formules de Taylor, motivons sur un exemple les développements limités. Prenons l'exemple de la fonction exponentielle et on souhaite avoir une idée du comportement de exponentielle x autour de x égale à 0. La meilleure droite qui approxime le graphe de la fonction en x égale 0 est la tangente. Son équation est y est égal à 1 plus x. Si l'on souhaite faire mieux, quelle parabole d'équation y égale à c0 plus c1x plus c2x2 approche le mieux le graphe de f autour de x égale à 0? Voici le dessin. C'est la parabole d'équation y est égale à 1 plus x plus 1 demi de x2. Si on note g de x, la fonction exponentielle de x, moins 1 plus x plus 1 demi de x2, alors cette équation a la propriété remarquable que g de 0 est égal à 0, g' de 0 est égal à 0, et aussi g seconde de 0 est égal à 0. Trouver l'équation de cette parabole, c'est faire un développement limité à l'ordre 2 de la fonction f. Bien sûr, si l'on veut être plus précis, on continuerait avec une courbe du troisième degré, qui serait en fait celle-ci. C'est exactement cela, la notion de développement limité. Trouver le polynôme qui approche au mieux une fonction autour d'un point. Sans plus attendre, voici une formule dite formule de Taylor-Young. f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2 plus etc. plus f dérivée n fois en 0 fois x puissance n divisé par factoriel n plus x puissance n epsilon de x. Dans ce chapitre, pour n'importe quelle fonction, nous allons trouver le polynôme de degré n qui approche le mieux la fonction. La partie polynomiale, f de 0 plus f' de 0 fois x, etc. jusqu'à f dérivée n fois en 0, x puissance n divisé par factoriel n, est le polynôme de degré n qui approche le mieux f de x autour de x égale 0. Les résultats ne sont valables que pour x autour d'une valeur fixée. Ici, autour de x est égal à 0. Ce polynôme sera calculé à partir des dérivées successives, ici en 0. La partie x puissance n epsilon de x est le reste dans lequel epsilon de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et x puissance n epsilon de x est négligeable devant la partie polynomiale. Nous allons voir trois formules de Taylor. Elles auront toutes la même partie polynomiale, mais elles donnent plus ou moins d'informations sur le reste. Nous commencerons par la formule de Taylor avec reste intégral, qui donne une expression exacte du reste. Puis la formule de Taylor avec reste f dérivée n plus une fois de c, qui permet d'obtenir un encadrement du reste. Nous terminons avec la formule de Taylor-Young, très pratique si l'on n'a pas besoin d'informations sur le reste. On rappelle enfin qu'une fonction f est de classe Cn si f est n fois dérivable sur l'intervalle i et la dérivée nème est continue.
soit I un intervalle ouvert et fixons n un entier. Soit f de I dans R une fonction de classe Cn plus 1, et soit A et X deux points de l'intervalle I. La formule de Taylor avec reste intégral s'écrit f de x est égal à f de a plus f' de a facteur de x moins a plus f seconde de a sur factoriel 2 facteur de x moins a au carré plus etc. plus f dérivé n fois en a sur factoriel n facteur de x moins a à la puissance n et avec comme reste l'intégrale de a à x de f dérivé n plus une fois de t sur factoriel n, facteur de x moins t à la puissance n dt. Par exemple, la fonction f de x égale à exponentielle x est indéfiniment dérivable et donc de classe Cn plus 1 pour tout n. Et ceci sur l'intervalle i égale r. Comme f' de x égale exponentielle x, f seconde de x égale exponentielle x, alors pour a fixé et pour tout x, on a exponentielle x qui est exponentielle a plus exponentielle a facteur de x moins a, etc. plus exponentielle a divisé par factoriel n facteur de x moins a à la puissance n, plus l'intégrale de a à x d'exponentielle t sur factoriel n, x moins t puissance n dt. Bien sûr, si l'on se place en a égale à 0, alors on retrouve le début de notre approximation de la fonction exponentielle en x égale 0. Exponentielle x est égal à 1 plus x2 sur factoriel 2 plus x3 sur factoriel 3, etc. La preuve du théorème sera vue à la fin de cette leçon. Repartons d'une fonction f d'un intervalle i dans R de classe Cn plus 1 et soit a et x deux points de l'intervalle i. Alors, f de x est égal à f de a plus f' de a facteur de x moins a plus etc. plus f dérivé n fois en a sur factoriel n facteur de x moins a à la puissance n. La partie polynomiale est la même qu'auparavant. Mais cette fois, le reste est f dérivé n plus une fois en c divisé par n plus 1 factoriel facteur de x moins a à la puissance n plus 1 pour un certain c, un réel c entre a et x. Reprenons l'exemple de l'exponentielle. Il existe un c entre a et x tel que exponentielle x, c'est exponentielle a, plus exponentielle a facteur de x moins a, etc., plus exponentielle a sur factoriel n, x moins a à la puissance n, et notre reste est exponentielle c divisé par n plus 1 factoriel, facteur de x moins a à la puissance n plus 1. Ce théorème de Taylor est une généralisation du théorème des accroissements finis. En effet, dans ce théorème, pour n égale 0, on obtient qu'il existe un réel c entre a et b, tel que f de b est égal à f de a plus f' de c, facteur de b moins a. C'est exactement l'énoncé du théorème des accroissements finis. Notez au passage que la phrase « le réel c est entre a et x » signifie que c appartient à l'intervalle ax ou c appartient à l'intervalle xa, selon que a est plus petit ou plus grand que x. Dans la plupart des cas, on ne connaîtra pas le c du théorème précédent. Mais le théorème permet d'encadrer le reste. Ceci s'exprime par le corollaire suivant. Si en plus d'être de classe Cn plus 1, la fonction f dérivée n plus une fois est majorée sur l'intervalle i par un réel grand M, alors pour tout a et x de l'intervalle i, on a
valeur absolue de f de x moins tn de x est inférieure ou égale à grand M, facteur de valeur absolue de x moins a à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1 factoriel. Et Tn de x désigne la partie polynomiale de nos formules de Taylor. Nous allons illustrer ceci en calculant une approximation de sinus de 0,01. Nous allons noter f de x, la fonction sinus x. Alors, f' de x est égal à cosinus x, f seconde de x, c'est moins sinus x, f tierce de x, c'est moins cosinus x, et la dérivée quatrième est sinus x. On obtient donc f de 0 est égal à 0, f' de 0 est égal à 1, f seconde de 0, c'est 0, et f tierce de 0, c'est moins 1. Écrivons maintenant la formule de Taylor avec reste f dérivée n plus une fois en c à l'ordre 3 en 0. Cela donne f de x est égal à f de 0, donc 0, plus f' de 0 fois x, donc 1 fois x, plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2, donc 0, plus f dérivée troisième en 0, c'est-à-dire moins 1 facteur de x3 sur factoriel 3, plus notre reste. Ce qui donne ici x moins x3 sur 6 plus le reste. Appliquons ceci à la valeur 0,01 en substituant x par 0,01. On trouve que sinus de 0,01 vaut environ 0,01 moins 0,01 au cube divisé par 6. Et donc environ 0,009999833333, etc. Mais quelle est la précision de cette valeur approchée? La formule de Taylor, ou plus précisément le corollaire, permet d'estimer l'erreur commise. Comme la dérivée quatrième est sinus x en valeur absolue, la dérivée quatrième est majorée par 1. Donc la dérivée quatrième en c est plus petite que 1 en valeur absolue. Et donc on obtient que valeur absolue de f de x moins x3 sur 6 est plus petit que x4 sur 24. Pour notre calcul, cela signifie que l'écart entre sinus de 0,01 et notre approximation 0,01 moins 0,01 au cube sur 6 est moins que 0,01 à la puissance 4 divisé par 24. Et donc, notre approximation donne la certitude d'avoir au moins 8 chiffres exacts après la virgule. Passons à notre dernière formule, la formule de Taylor-Young. On part cette fois d'une fonction f de classe Cn. f de x s'écrit encore une fois comme la somme de la partie polynomiale, toujours la même, et d'un reste qui est x moins a à la puissance n fois epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. La seule information que donne cette fonction epsilon est que le reste est négligeable devant la partie polynomiale. C'est-à-dire que le reste tend plus vite vers 0 que chacun des monômes du polynôme de Taylor. Attardons-nous sur un exemple que nous traitons en détail. Soit f, la fonction, définie par f de x, qui est égale à log de 1 plus x. Voici le graphe de f. Cette fonction est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et f y est infiniment dérivable.
Nous allons calculer les formules de Taylor en 0 pour les premiers ordres. Tout d'abord, f de 0 est égal à 0. Donc le polynôme de Taylor d'ordre 0 est t0 de x est égal à 0. Approcher notre fonction par une droite horizontale n'est pas très probant. On continue avec f' de x qui vaut 1 sur 1 plus x. Et donc f' de 0 est égal à 1. Ainsi, t1 de x, qui est f de 0 plus f' de 0 fois x, est égal à x. Bien sûr, c'est l'équation de la tangente en 0. On continue avec f seconde de x qui est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré, et donc f seconde de 0 vaut moins 1. Et le polynôme de Taylor de degré 2 est donc f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2, ce qui donne ici x moins x2 sur 2. Nous avons maintenant une bonne approximation de notre courbe par une parabole. Enfin, on calcule la dérivée troisième. Et le monôme de degré 3 est x3 sur factoriel 3 facteur de f tierce de 0. Et donc le polynôme de Taylor de degré 3 est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3. Notre approximation est maintenant excellente autour de 0. On remarque sur cet exemple que plus n est grand, meilleure est notre approximation. Cela s'explique car le reste est de plus en plus petit. Sur le dessin, les graphes des polynômes t0, t1, t2, t3 s'approchent de plus en plus du graphe de f. Mais il faut bien être conscient que cette approximation n'est valable que autour de 0, c'est-à-dire pour des x assez petits. Cela se voit tout de suite en regardant le comportement pour des grandes valeurs de x. Le log croît très doucement devant les fonctions polynomiales. Continuons avec notre exemple de la fonction log de 1 plus x et essayons d'obtenir les termes suivants. Nous avons vu que sa dérivée était f' de x est égal à 1 sur 1 plus x. Par récurrence, on montre que la dérivée n est moins 1 à la puissance n-1 fois factoriel n-1 fois 1 sur 1 plus x à la puissance n. Et donc, la dérivée n en 0 vaut moins 1 à la puissance n-1 factoriel n-1. Maintenant, pour obtenir le coefficient du polynôme de Taylor, on divise par factoriel n. Et donc n-1 factoriel divisé par n factoriel donne 1 sur n. Et donc le monôme de degré n est moins 1 à la puissance n-1 x puissance n divisé par n. Voici donc le polynôme de Taylor en 0 de log de 1 plus x à l'ordre n. C'est la somme de k variant de 1 jusqu'à n de moins 1 puissance k-1 x puissance k sur k. Autrement dit, c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Et le dernier terme est moins 1 à la puissance n-1 x puissance n sur n. Pour les formules de Taylor, n'oubliez pas d'ajouter le reste. Il y a donc trois formules de Taylor qui s'écrivent toutes sous la forme f de x est égal à t n de x plus r n de x, où tn est toujours le même polynôme de Taylor, f de a plus f' de a facteur de x moins a, plus etc., jusqu'à f dérivé n fois en a sur factoriel n, facteur de x moins a à la puissance n. C'est l'expression du reste Rn de x qui change. Attention, le reste n'a aucune raison d'être un polynôme. Pour la formule de Taylor avec reste intégral,
Le reste vaut l'intégrale de a à x de f dérivée n plus une fois en t divisé par factoriel n, x moins t à la puissance n dt. La seconde formule de Taylor, le reste est f dérivée n plus une fois en c divisé par n plus 1 factoriel x moins a à la puissance n plus 1. Et enfin, pour la formule de Taylor-Young, le reste est simplement x moins a à la puissance n epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers a. Selon les situations, l'une des formulations est plus adaptée que les autres. Notons que les trois formules ne requièrent pas exactement les mêmes hypothèses, mais on manipule le plus souvent des fonctions de classe C infinie, et les trois formules sont alors valides quel que soit n. Pour terminer, à l'aide du changement de variable x est égal à a plus h, on réécrit les formules de Taylor sous une forme parfois plus pratique. Par exemple, la formule de Taylor-Young devient f de a plus h est égal à f de a plus f' de a fois h plus etc. plus f dérivée n en a divisé par factoriel n fois h puissance n plus le reste qui est h puissance n epsilon de h, où epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Bien souvent, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'informations sur le reste, et c'est donc la formule de Taylor-Young qui sera la plus utile. En plus, on se ramène souvent à étudier la fonction autour de x égale à 0. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule formule, ce serait celle-là. f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2 plus etc. plus f dérivée n en 0 fois x puissance n sur factoriel n plus le reste qui s'écrit x puissance n epsilon de x avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Le terme x puissance n epsilon de x est souvent abrégé en petit o de x puissance n. Il faut s'habituer à cette notation qui simplifie les écritures, mais il faut toujours garder à l'esprit ce qu'elle signifie. Avec la notation petit o, la formule de Taylor-Young s'écrit en 0 de la façon suivante. La partie polynomiale plus un petit o de x puissance n. Prouvons une des formules de Taylor. Nous prouvons la formule de Taylor avec reste intégral, et les deux autres formules se démontrent à partir de celle-ci. Nous allons prouver cette formule par récurrence sur n. Pour éviter les confusions entre ce qui varie et ce qui est fixe, dans cette preuve, on a remplacé x par b. Et nous supposons que f est une fonction de classe Cn plus 1. Pour n égale à 0, une primitive de f' de t est f de t, et donc l'intégrale de a à b de f' de t dt est égale à f de b moins f de a. Donc f de b, c'est f de a plus l'intégrale de a à b de f' de t dt. On rappelle que par convention, b moins t à la puissance 0 vaut 1 et factoriel 0 vaut aussi 1. Passons à l'hérédité. Et supposons la formule vraie au rang n-1. On a donc cette formule-là. Nous allons effectuer une intégration par partie dans l'intégrale du reste. En posant u qui est égal à la dérivée n de f et v' qui est égal à b moins t à la puissance n-1 divisé par factoriel n-1. On a donc u', c'est la dérivée n plus unième, et v, c'est moins b moins t à la puissance n divisé par factoriel n. On applique maintenant la formule d'intégration par partie. L'intégrale de uv'
est égal au crochet de UV moins l'intégrale de U'V. Lorsque l'on évalue le crochet en A, cela donne ceci. Et lorsqu'on évalue le crochet en B, cela donne 0. On reconnaît exactement le monôme de degré n du polynôme de Taylor, plus le reste intégral au rang d'après. On vient donc de prouver la formule au rang n. Et ainsi, par le principe de récurrence, la formule de Taylor est vraie pour tous les entiers n pour lesquels f est de classe Cn plus 1. Après avoir appris le cours, passez à la pratique avec ces exercices d'application.